Hors série d'encore, hors série, encore. Bonjour Roselyne. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation au micro d'Encore pour un épisode spécial, un hors série sur la reconversion. Parce que vous allez nous expliquer, mais vous avez un parcours professionnel atypique, très intéressant et qui pourrait inspirer. Peut-être atypique en tout cas. Ça va être une surprise pour les auditeurs en tout cas. Il faut bien les tenir en haleine. L'enjeu d'aujourd'hui, c'est essayer de comprendre aussi et de donner les possibilités aux autres, peut-être d'être inspirés par votre parcours et ne pas se limiter à cette notion, parce que chez Encore, on parle d'âge, à « je ne peux plus parce que j'ai tel âge ». Je vous vois osciller, je suis sûre que vous avez plein de réponses là-dessus. J'allais vous dire que effectivement, je ne me considérais pas comme une senior malgré mes 66 ans. Donc, on a déjà votre âge. Je préfère être comme ça. Oh. Parfait. Avant de commencer avec les questions, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots la manière dont vous souhaitez ? Il n'y a pas de souci. Donc, je m'appelle Roselyne Labarrière-Duchamp, j'ai 66 ans, bientôt 67. J'habite dans le sud de la France, à la campagne. Et je suis maman de 3 enfants et grand-mère, donc ce qui est somme toute normal à mon âge. Et voilà, je suis encore très active parce qu'effectivement, vous l'avez annoncé, j'ai fait une reconversion professionnelle. Et de ce fait, j'ai de nouveaux pôles d'intérêt, ce qui me maintient très jeune, je crois. J'ai envie qu'on aborde tout ça. Puis il y a un point que vous avez indiqué, le mot senior, on va aussi revenir là-dessus. Allons dans le vif du sujet, c'est un hors-série sur la reconversion. Expliquez-nous, alors sans rentrer non plus dans le détail de tout votre CV, mais ça a été quoi les différentes parties de votre carrière, les différents métiers que vous avez faits ? Alors, j'ai commencé à travailler relativement tôt, à 21 ans, dans le transport, après des essences, une licence de droit. Et puis ensuite, très vite, je suis rentrée dans l'industrie pharmaceutique, et après avoir fait 1 an d'études complémentaires, et j'y ai passé 36 ans, avec beaucoup de plaisir, beaucoup de métiers différents. Et vous le savez, les groupes pharmaceutiques se sont regroupés. Donc, au bout d'un moment, il y a eu des plans sociaux à répétition, ce qu'on appelle des plans de sauvegarde de l'emploi. En fait, c'est souvent des plans de licenciement. Moi, j'ai été longtemps protégée par mon ancienneté au sein de la société, ce qu'on appelle les critères sociaux, mes enfants qui étaient mineurs, ma situation familiale, etc. Mais je savais qu'un jour viendrait et je voulais choisir mon destin. Je ne voulais pas être mise un jour devant le fait accompli, perdre mon emploi, même s'il y avait un accompagnement financier, ce qui pouvait être intéressant et convenir à certains. Moi, ça ne me convenait pas. Donc, j'ai cherché longtemps de faire une reconversion et à 58 ans, mes racines agricoles sont revenues au galop, je pense, et je me suis dirigée vers la forêt. Je suis partie pour commencer par un niveau bac, alors que j'avais plus, et je suis donc devenue bûcheron. On ne dit pas bûcheronne ? On peut dire bûcheronne, si vous voulez. J'ai pas de souci. Et donc, mais le diplôme est celui de bûcheron. Responsable de chantier forestier bûcheron. Et j'étais surtout la seule femme, la plus âgée. Et j'ai fait ça dans un centre professionnel pour adultes, dans l'Ariège. Et à la suite de ça, c'était quand même mon projet. J'ai passé un BTS de gestion forestière. Donc, j'ai fait 2 ans d'études avec des personnes beaucoup plus jeunes encore. Et là, nous étions 4 femmes, mais j'étais toujours la plus âgée, et plus âgée que les enseignants. Ensuite, j'ai fait une licence pro à distance. Et puis, j'ai travaillé dans la forêt. Waouh ! À 58 ans, vous avez redémarré tout ce que vous venez de me dire. C'était un reset. 58 ans, vous démarrez niveau bac, c'est ça ? Oui, je repars niveau bac parce que j'avais peur, comme il y a longtemps que j'avais arrêté mes études, qu'un BTS soit trop difficile d'un seul coup. Et je voulais aussi me tester parce que reprendre des études avec des personnes beaucoup plus jeunes, un environnement qui était complètement différent, j'avais envie de réussir, mais je n'étais pas certaine. Et le fait de commencer à un niveau plus bas, ça m'a permis d'acquérir des bases. C'est ce que je voulais aussi. Et surtout, étant une femme, je savais bien qu'il y a certains métiers qui sont plus masculins et que j'aurais du mal à être crédible. Et je pensais par exemple aux garagistes où quand j'emmène ma voiture, on commence à m'expliquer qu'il faut changer tout, que si, que mi, parce que je suis une femme. Et là, je me suis dit, dans la forêt, je dirais au bûcheron que j'aurai en face, pose ta tronçonneuse, je vais te montrer. Et là, comme ça, je serai crédible. C'était ça aussi. Mais j'avais quand même l'intention de faire de la gestion. C'est moins physique et plus intéressant. Mais il fallait passer sur le terrain, donc vous avez tronçonné. Ah, mais je continue.
c'est mon activité principale quand je ne suis pas en réunion. On dit quoi, on élague? Non, alors élaguer, c'est pas la même chose. Tronçonner, c'est couper un tronc. On en profite dans ce podcast, on redéfinit les termes. Oui. C'est l'ONF qui va être contente. La forêt privée, l'ONF ne gère que 25% de la forêt qui est publique en France et la forêt privée, c'est 75%. Ce qui est énorme. Donc, il appartient souvent à des propriétaires qui ont des toutes petites surfaces, 3,5 millions de propriétaires en France. Et donc, mon nouveau job aujourd'hui, puisque vous me lancez la perche, c'est justement de représenter ces propriétaires au sein de syndicats de la propriété forestière, France-Sylva. Donc, moi, je représente mon département, l'Hérault, et maintenant présidente de l'Occitanie. Et je les représente auprès des pouvoirs publics, des institutions, etc. Alors, si je résume, en moins de 10 ans, vous avez repris vos études de zéro. Oui. Vous avez suivi un rêve ou des racines qui se sont révélées à vous au moment de cette reconversion et de la prise en main du destin, parce que vous avez même choisi de redémarrer quelque chose avant qu'un plan arrive. C'est ça. Voilà. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est vous qui avez financé vos études et comment vous avez fait? Je suis partie dans le cadre d'un plan social, le 9e en 7 ou 8 ans. J'ai financé une partie de mes études, mais j'ai eu une aide. Et puis, j'en ai profité par l'OPCA aussi, qui est maintenant devenu les OPCO, pour prendre en charge une partie de ces études. Et effectivement, ça aurait été peut-être compliqué parce que j'avais encore 2 enfants étudiants à charge si jamais je n'avais pas eu cette aide financière. Voilà. Mais c'est normal, ça m'a coûté de l'argent. J'ai dû changer de train de vie. Et je crois que la motivation n'en était que plus forte. Parce que j'avais anticipé et je savais que ça allait être difficile. Et de reprendre des études et de changer de rythme de vie, ne serait-ce aussi que de tenue vestimentaire. On ne me l'avait pas dit, mais il y a Est-ce que vous avez une chemise à carreaux? Non, ça aussi, c'est une idée reçue qu'il faut combattre. On y va avec les gros sabots. Non, et vous avez raison, c'est une idée reçue qu'il faut combattre. Le bûcheron n'est pas forcément quelqu'un de costaud, physiquement, de carré. La chemise à carreaux, peut-être au Canada, mais en France, il y a des tenues obligatoires de sécurité, un équipement de sécurité, et donc un équipement individuel de sécurité. Donc, c'est obligatoirement un casque, obligatoirement des chaussures qui ont l'avant qui est coqué avec du fer et l'arrière, obligatoirement un pantalon avec plusieurs couches de tissu de sécurité, de façon à ce que si la tronçonneuse, la chaîne de la tronçonneuse va sur le pantalon, les fibres enrayent le moteur et arrêtent. Donc, et des gants. Donc, obligatoirement, des chaussures, un pantalon, des gants, un casque et des vêtements visibles, pour que dans la forêt, on vous voit. Voilà. Donc, moi, je suis passée des talons aiguilles que je portais en permanence, de robes. Je n'étais jamais en pantalon, mais vraiment jamais. Je crois que j'avais un jean qui devait avoir je ne sais pas combien d'années pour les situations exceptionnelles. Et cette tenue-là, c'est beaucoup moins sexy. Je vous le dis tout de suite, mais c'est très efficace. J'espère qu'on aura les 2 photos. Oui. J'ai plein de choses que j'ai envie d'aborder avec vous parce que vous avez évoqué le fait d'être une femme, d'avoir l'envie et surtout de nourrir peut-être, d'éviter d'avoir la crainte du regard des autres. De ce que je ressens aussi, c'est que vous dites que voilà, vous avez voulu repartir sur toutes les bases pour dire je serai ultra légitime face à un autre bûcheron. Votre entourage, comment ça s'est passé quand vous avez dit à vos enfants, peut-être que vous avez un conjoint ou voilà, à votre famille autour de vous, vos amis, voilà, je pose mes talons aiguilles et j'arrive avec mes bottes coquées. Comment ils ont réagi? Alors, je vous dirais que ça a été d'abord une énorme surprise. Bon, ils me pensaient déjà un peu original, mais alors là, j'ai crevé tous les plafonds. Et ils ne m'ont pas vraiment cru. En fait, au départ, tous ceux qui sont pas très, très proches de moi m'ont pas cru. Mes enfants, les plus jeunes, ont eu honte. Alors, carrément, Leur mère, carrément. Leur mère allait dans ce milieu-là, la tenue, c'était devenu. Jusqu'au jour où mon fils, qui devait être en première à l'école, au lycée, a dit un jour, pour faire le malin, à une de ses enseignantes qui leur disait « Qu'est-ce que font vos parents ?» Et mon fils a dit « Moi, ma mère est bûcheron. » Et là, elle lui a dit « Mais c'est vrai ?» Et elle lui a dit « Mais c'est formidable !» Et puis, à la récréation, ses copains sont venus, il a dit « C'est vrai, ta mère est bûcheron ?» Mais il a dit « Oui !» Et là, il s'est aperçu, le regard des autres. « Ah oui, mais comment, mais quoi, mais dis-nous, c'est trop fort !» Et son père est pilote de ligne. Donc là, vraiment, il y avait un gros delta. Et son regard a certainement commencé à changer.
Et je crois qu'il a fallu attendre que j'ai le BTS pour que le regard de mes deux filles change, notamment ma fille aînée. Je me souviens une fois avoir dit à mon petit-fils, qui avait 14-15 ans à l'époque, ou peut-être moins, une douzaine d'années, non, non, là, il faut que j'aille à l'école, donc je ne peux pas rester. Il s'est retourné, il a dit à sa mère, mais va à l'école. Sa mère lui a dit, non, elle raconte des histoires, t'inquiète pas, voilà. Aujourd'hui, le fait que j'étais enseignante dans un lycée forestier pendant 2 ans, fait de la formation à des adultes aussi, des salariés, je pense que le regard a changé. Et puis le fait que j'ai des nouvelles fonctions, puisque je suis présidente de syndicats, en tout cas je représente les forestiers privés, j'ai des fonctions au niveau régional, au niveau national aussi, conseil d'administration national, etc. Ils se disent que je suis, comment dirais-je, j'ai été élue par les forestiers, donc mes pairs m'ont reconnue, m'ont demandé de porter la bonne parole, en fait, pour eux, et de les représenter. Et le regard de mes enfants, c'est ce qui est le plus important pour moi, a changé. Mon conjoint, oui, au départ, était un peu, mais je pense qu'il m'a plus soutenue. Il a fallu un moment quand même pour s'habituer, hein, mais soutenu. Mais dans mon entourage, je pense qu'il a fallu vraiment que j'arrive au niveau BTS, que j'ai eu avec une mention bien, alors je visais là très bien, mais j'ai quand même eu la bien, pour que le regard change vraiment. Et aujourd'hui, plus personne me parle de ma reconversion en termes ni négatifs, ni interrogatifs. Voilà, c'est moi. Et puis, voilà. Enfin, ce qui les a surpris aussi, c'est que ça soit aussi tard. Mais j'ai aimé mon métier précédent vraiment passionnément. J'aime aujourd'hui la forêt passionnément. Et c'est vrai que c'était un peu incompréhensif parce que pour la plupart des personnes, j'étais très proche de la retraite et je pouvais, et c'est vrai, complètement attendre tranquillement de prendre ma retraite. J'avais travaillé très tôt, j'avais 3 enfants, enfin, il n'y avait pas... Oui, voilà, vous étiez éligible. voilà, j'étais complètement éligible. Mais j'avais l'impression, si je m'arrêtais comme ça, que je m'arrêterais sur un échec. Ouais. Vous êtes une passionnée quand vous avez quelque chose Lyon, en tête. ascendant Lyon, je crois que quelque part, née dans le On a sud, tout dit, dans voilà. le sud de la France, le soleil. C'est bien résumé, je suis Lyon. Les difficultés, parce qu'on a parlé de vous, ça vous a donné une force, parce que c'était au plus profond de vous, et puis vous avez dépassé un petit peu, et le regard de votre famille, et peut-être le manque de soutien au début. Vous êtes allé puiser, vous avez construit vous-même ce parcours. Donc c'est des difficultés que vous avez surmontées. Est-ce que vous avez des personnes autour de vous qui ont été des modèles inspirants? Est-ce que vous avez connu d'autres personnes qui, à proche 60 ans, ont fait ce genre de reconversion et qui vous ont peut-être servi de modèle? Non, je n'ai pas connu de personnes qui, à cet âge-là ou dans cette catégorie. Je dirais même qu'il vaut mieux le faire plus tôt pour mieux profiter de sa reconversion. La quarantaine d'années, ça me paraît bien. Parce que Pourquoi? il reste suffisamment de temps. Moi, je voudrais vivre encore 20 ou 25 ans, mais en ayant une... Je suis en très bonne santé, j'ai une chance terrible. Mais en fait, il faudrait plus que je bouge maintenant, vous voyez, pour pouvoir mieux profiter de tous ces nouveaux acquis et continuer à acquérir et continuer à en profiter. Je suis un peu frustrée, finalement, d'avoir fait 4 ans d'études dans la forêt pour n'avoir travaillé dans le domaine, vraiment, puisque maintenant, c'est du bénévolat que 3 ans. J'aurais aimé continuer encore un peu plus, mais il y a des critères. Et je dis tout le temps qu'aujourd'hui, plus personne ne fera un seul métier dans sa vie et dans une seule entreprise. Ça, c'est très clair. Donc, il faut le savoir quand on commence et peut-être aussi pouvoir très tôt réfléchir et passer des validations de l'expérience ou d'autres choses quand on est dans une usine, un CQP, un certificat de qualification professionnelle, pour pouvoir cranter ou changer. Parce que quelquefois, vous avez des personnes qui démarrent dans la vie professionnelle, qui ont des niveaux d'études relativement bas ou qui savent pas ce qu'ils ont envie de faire et pouvoir changer et bouger et cranter. Et j'ai entendu quelquefois des témoignages très intéressants, mais au moment où moi je l'ai fait, franchement, je ne connaissais personne qui avait fait ce genre de mutation et de changement et surtout à un âge aussi tardif. Bon, mais comme je ne sens pas mon âge, je le dis, j'ai jamais eu de problème avec ça. Mais bon, j'ai pas l'âge de mes artères, je pense, dans ma tête. Mais on vous a, est-ce que vous avez, quand vous êtes inscrite dans tout ce parcours éducatif, est-ce qu'à un moment on vous a dit contraintes physiques, potentiellement de ce métier, on vous déconseille? Est-ce que vous avez
franchi d'autres étapes et barrières liées à votre âge quand vous êtes mis dans ce processus? Alors au début, oui, je ne trouvais pas de, comment dirais-je, de lycée ou enfin, je ne trouvais pas d'institution qui voulait m'accueillir. Et là, la première personne que j'avais rencontrée m'a dit, moi, j'ai pas le cadre pour vous accueillir dans la formation pour les adultes que j'ai, mais je vous conseille un de mes collègues dans un centre de formation professionnelle pour adultes, reconversion. Vous serez certainement mieux parce que ce sont des personnes qu'en reconversion. Je suis partie avec lui pour un stage de 4 semaines et au bout du bout, j'ai fait mes 16 semaines de stage sur 2 ans avec cette personne qui a dit ensuite, moi je veux plus que des stagiaires de 60 ans, c'est autonome, ça c'est ce que ça fait. C'est devenu un ami. Je le remercie d'ailleurs dans toutes mes interviews. Je le nomme, merci Jean-Michel d'Orazio. Ce qui est drôle, c'est qu'en stage, j'ai fait un stage de bûcheronnage aussi. Mon maître de stage avait 24 ans, moi j'en avais 58. C'est assez amusant, mais j'ai beaucoup appris. En fait, dès que j'ai commencé à mettre les pieds dans la profession, j'ai eu moins de freins que du côté éducatif. Déjà, j'avais passé un barrage, j'étais rentrée dans les écoles et j'ai eu beaucoup moins de freins. Les plus difficiles, ça a été de rentrer. Les premières barrières, c'était celles-là, mais la chance veut que j'ai rencontré des personnes qui m'ont écouté. En fait, c'était juste ça. Et qui ont écouté mon projet et qui m'ont dit peut-être faudra le modifier et tout, mais qui ont senti, je pense, une vraie motivation. Et c'était ça l'important. Et vous comprenez que votre parcours est inspirant aujourd'hui? Eh bien, je peux l'entendre. Je peux l'entendre. Vous en êtes fière? Ah oui. Fière, je ne sais pas si le mot fière, en tout cas, je suis heureuse d'être allée jusqu'au bout de mes projets, de m'être battue contre certains obstacles et d'être arrivée à faire ce que je voulais. Et puis surtout, j'ai découvert derrière des tas d'éléments que j'ignorais et qui font qu'aujourd'hui, mais vraiment, j'apprends tous les jours encore à connaître les forêts différentes que nous avons en France, à porter la parole. Et dans ce que je fais aujourd'hui, je continue un peu ce que j'avais fait avant, de défendre les intérêts des salariés, puisque je vous ai dit que j'avais des fonctions syndicales et des fonctions d'assez haut niveau au sein de la grosse société dans laquelle je travaillais. Et finalement, je m'aperçois que tout ce que j'ai acquis dans mon métier préféré, mes métiers, puisque j'en ai fait plusieurs, me sert aujourd'hui. Animer des réunions, prendre la parole, pouvoir monter des projets, voilà. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce qu'en fait, je suis arrivée à faire un mix de ma vie précédente et de ma vie actuelle. Vous avez réalisé un de vos rêves. Qui est venu tard, mais oui, j'ai réalisé un rêve. Et puis, c'est un rêve qui se ramifie tous les jours, qui évolue tous les jours. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Je ne m'ennuie jamais. Je n'ai aucun regret, au contraire. Il y a eu des difficultés, mais finalement, c'est très bien. Les difficultés, ça permet de s'enraciner beaucoup plus profondément. Ça, c'est la fille d'un paysan qui vous parle. Et finalement, les difficultés ont fait que j'ai eu qu'une envie, c'était de prouver à ceux qui ne croyaient pas à cette reconversion qu'en fait, ils se trompaient. Et le jour où j'ai eu mon BTS de gestion forestière, mais j'étais la plus heureuse. On m'aurait dit que j'avais atteint le Graal, ou presque. Vous avez beaucoup travaillé pour ça. Ça a été des sacrifices. Ça a été beaucoup de travail. Des sacrifices, oui, au point de vue peut-être financier. Pour le reste, pas vraiment. Ma licence pro, je l'ai fait par correspondance. Donc là, c'était autre chose. Mais c'était surtout pour moi voir que je pouvais encore faire des études, changer complètement de milieu et que je pouvais réussir. Et je crois qu'en ce sens-là, je peux être inspirante parce qu'il n'y a pas d'âge pour vivre ses envies, ses rêves, même s'ils ont l'air comme ça un peu fous. Et finalement, tous ceux qui n'y croyaient pas m'ont permis ce dépassement. Et finalement, ça a été un tremplin. Ils m'ont aidé, ils ne le savent pas. Mais ça a été un de vos moteurs. Un de mes moteurs. Et c'est une très bonne chose. Et puis peut-être que ça m'a donné une autre vitalité, une autre façon de voir la vie, un autre regard sur la nature. J'avais beau avoir des racines agricoles, mon regard est différent aujourd'hui sur la nature, sur la transition écologie, sur plein de choses. Et finalement, c'est peut-être ce regard neuf qui fait qu'aujourd'hui, je ne sens pas le poids de l'âge. Voilà, c'est sûrement ça aussi. Et j'ai encore beaucoup à apprendre. Parce que d'ailleurs, c'est un
des premières choses que vous avez dites en début d'entretien. Vous avez prononcé le mot senior et vous avez dit « Ouh là là, moi, en gros, c'est pas pour moi ». Qu'est-ce que ça vous évoque ? C'est quoi être vieux ? C'est quoi être vieille ? C'est quoi le mot senior ? Quel est votre regard sur ça ? Alors, j'ai peut-être dit ça parce que j'ai une maman qui a 89 ans. Donc, elle est encore là. Je suis en génération, j'ai famille. Et pour moi, la senior, c'est elle. Et puis, pour avoir travaillé dans l'industrie pharma, on a suffisamment dit que l'âge des seniors, qui était de 65 ans à une époque, 70 après, 73, c'est plus tard. Et je crois aussi que pour moi, les seniors, ce sont des personnes beaucoup plus âgées et plus en activité déjà. Avec certainement des tas de pôles d'intérêt, ça, j'ai pas de souci, mais j'ai l'impression que je suis encore dans la vie active et que les seniors, par essence, le sont un peu moins. Voilà. Et je pense qu'il n'y a pas d'âge pour être senior, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont seniors à 50 ans, j'en suis persuadée, qui n'ont plus envie, qui manquent de pêche ou qui ont... Voilà, qui jettent un regard peut-être assez sombre sur leur avenir. Et puis, vous avez des personnes, j'ai écouté vos podcasts de 85, 90, qui ont une vitalité complètement dingue. Et je pense que le terme de senior ne leur est pas approprié, si vous voulez. Parce que justement, cette vitalité qui déborde, ils en oublient leurs problèmes physiques, sont capables de se dépasser. Quand j'entends cette grand-mère qui a fait le GR20 avec sa petite fille, enfin, je me dis, moi, je ne crois pas en être capable, mais je suis très, très admirative. Voilà. Et après, vous faites un travail physique encore. Je fais un travail physique. J'ai pris 2 tailles d'épaule. Ça, c'est difficile pour s'habiller parce qu'une tronçonneuse, c'est minimum 7 kilos. Et c'est ça. Et puis, il faut... Et quand on tronçonne, là, si on peut faire pareil, une petite ellipse, mais vous êtes seul face à un géant ? C'est quoi les tailles ? Alors, ça dépend chez moi, personnellement, les arbres sont rarement des géants, je vous l'ai dit, ce pas des forêts de production. Mais dans tous les stages et même en apprenant, effectivement, le premier arbre que j'ai abattu, c'était un frêne dans l'Ariège, je ne l'oublierai jamais, celui-là. Il faisait 28 mètres de haut et il faisait 70 de diamètre. Et j'en ai pleuré de soulagement quand il ne m'est pas tombé dessus quand même. Hein. Et le jour où j'ai passé mon examen, il y avait une épreuve physique, donc abattre un arbre, toujours dans l'Ariège, dans les Pyrénées ariégeoises. On était à 1500 mètres d'altitude, 1470. C'était un résineux, un sabin pectiné, qui faisait 40 et quelques mètres de haut, mais je me souviendrai toujours 97 cm de diamètre. Donc, un gros pépère. Et comme j'ai une spécialité d'abattage en forte pente, le but, c'était que l'arbre ne parte pas, ne glisse pas dans la pente et n'arrive pas à la rivière, parce que c'est interdit de mettre un arbre dans une rivière en bas. Et donc, de bien calculer l'angle de chute pour que vraiment il reste sur place et qu'il tombe sur personne en plus. Voilà. Mais je suis très sensible à la sécurité. On m'a dit qu'en sécurité, j'avais 20 sur 20 parce que vraiment, donc j'avais bien étudié tout ça au moment de le passer. Et oui, j'abats des arbres et toute seule. En forêt, il n'est pas recommandé d'être seul, mais on est souvent obligé. Donc, ce que je fais, moi, puisque je vous dis, quand je ne suis pas en réunion, je fais du bois de chauffage. Donc, je coupe en sève descendante pour que l'arbre sèche plus vite, donc à partir de fin novembre, début décembre, parce que chez nous, dans le sud, il fait encore chaud très longtemps. Les saisons bougent. Et j'abats surtout des chênes. Quand j'ai des arbres qui sont trop dangereux parce que penchés, parce que très fourchus, qui peuvent s'attraquer sur un autre, là, j'emploie une personne en chèque emploi-service qui vient m'aider, et surtout après pour les chargements. Parce que ce n'est pas tout de couper les arbres, il faut les charger. Et il y a beaucoup de manipulations. Je coupe un arbre, je le charge dans une remorque, je le décharge sur mon aire de séchage. Il va y rester à peu près 1 an. Et puis là, d'après les commandes que je fais, je récupère mon tronçon d'1 mètre, je le coupe en 40, 50, suivant la demande, je le charge dans une remorque. Et ensuite, je vais chez mon client. Moi, je décharge chez le client parce que souvent, même, ce sont des personnes âgées. Et aussi dans un souci... d'honnêteté pour mon client, je veux qu'il puisse, quand je suis partie, je le décharge et je le range, qu'il puisse constater que je ne le truande pas. Parce que trop souvent, on vous dit qu'on vous livre une stère et il n'y en a même pas la moitié ou à peine. Ah oui, c'est-à-dire que vous arrivez avec l'arbre, le tronc entier. Non, je le coupe chez moi, mais je le décharge et je fais des tas bien rangés. Parce que souvent, quand on décharge du bois de chauffage, on vous enlève une benne et vous avez un tas devant la porte. Et quand vous l'avez rangé, vous apercevez qu'il n'y a pas ce que vous avez commandé. Alors que moi,
j'ai mesuré ma remorque, je donne à mon client oui. la taille de ma remorque, la surface, et une fois que j'ai rangé, il peut complètement constater qu'il a ce pourquoi il a payé. Mais c'est marrant parce que vous disiez tout à l'heure que votre regret, c'est que vous n'avez pas pu travailler, j'imagine être rémunéré, mais là, vous êtes pas bénévole, vous travaillez encore Alors, finalement. je suis bénévole dans tout ce qui est associatif, syndicat et tout. Mais là, c'est votre Mais vous quand avez je une vends activité. mon bois de chauffage, c'est une activité, mais ce n'est pas une activité entre guillemets rentable. Parce que j'ai dû investir dans du matériel. J'ai plusieurs c'est ça. tronçonneuses, Oui, parce que j'ai une c'est quand même fendeuse à bois, Alors, moi, je suis dans une zone qui est sensible aux incendies, donc je suis obligée de broyer ce qu'on appelle les rémanents, ce qui reste au sol, les petites branches, les branchages, etc. Pour éviter les risques. Voilà. Donc, obligée. Et ouais, donc il y a eu de donc, il y a quand même de l'investissement l'investissement. Je vous ai dit que je payais quelqu'un pour m'aider environ 2 jours par semaine en saison, quelquefois 3 ou un peu plus. Mais il me faut du matériel. Il y a du carburant pour le matériel, pour les tronçonneuses, pour les arrêteuses. Donc, si je fais un bilan, je ne peux pas dire que ça me rapporte de l'argent. Je n'en perds pas. Voilà, je n'en perds pas parce que je ne me rémunère pas. Mais je dois vous avouer que j'ai une retraite relativement confortable, en tout cas qui me suffit. Je me suis adaptée, ou j'ai adapté mes besoins à ce que j'avais, et je vis très bien. Je suis très contente, vous savez, la campagne. Puis moi, j'ai mon bois de chauffage, déjà, ça ne coûte rien. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des choses où vous vous dites, parce que vous parlez de rêve et que là, vous en avez réalisé un à 58 ans, moi, j'ai envie de creuser justement vos rêves et vos désirs de proches 66 ou 67 ans. Est-ce qu'il y en a que vous avez en tête et que vous dites, oh là là, lui, je ne vais pas le lâcher et je vais le réaliser. Est-ce qu'il y a des choses en ce moment qui vous font envie pour peut-être un peu plus tard? Oui, ne serait-ce que toujours dans mon domaine de forêt, je voudrais laisser à mes enfants une forêt qui soit en meilleur état que ce qu'elle est. Parce que, pour vous donner une image, si vous achetez une pizza pour 5 et que vous êtes 20 à manger dessus, vous n'aurez rien à manger. Dans une forêt, pour une capacité normalement qui doit être de 600, 700 tiges, vous en avez 2000, parce qu'il n'y a eu aucun travaux dedans, aucune gestion, et bien vos arbres dépérissent parce qu'ils n'ont pas assez à manger. Et donc, ils n'ont pas assez d'oligo-éléments, ils n'ont pas assez d'eau. Un chêne, c'est entre 150 et 200 litres d'eau par jour quand il ne pleut pas. Donc, mon but, c'est déjà d'améliorer. Ce qui va permettre qu'on se promène plus facilement en forêt, ce qui va permettre qu'il y ait de nouveau de la régénération. Parce que quand il y a trop d'arbres matures, le soleil n'arrive pas au sol, l'eau n'arrive pas au sol, les arbres ne peuvent pas se développer, il n'y a pas de photosynthèse. Donc ça, c'est un but, vraiment. Et pour vous dire, si je me crois jeune ou immortelle, c'est que je suis en train encore d'acheter des terrains pour replanter. Parce que j'ai envie de faire des essais et par rapport au réchauffement climatique, je ne verrai jamais les résultats. Je construis pour mes enfants, mes petits-enfants, s'ils en veulent ou pas. S'ils n'en veulent pas, c'est leur choix. Mais j'ai vraiment envie de travailler et de voir aujourd'hui ce que les essences de demain pourraient être. Donc, on parle toujours d'essences forestières. Donc, ça, c'est vraiment une grosse envie. Et je continue à investir en temps et finalement aussi un peu en argent, je dois le dire. Et c'est des choix de vie. J'avais envie de voyager. Mais le Covid m'a coupé un peu les ailes et maintenant, je me dis finalement, je peux voyager autrement. Quand vous baladez dans votre forêt, oui, par exemple. Et par exemple, en ouvrant le paysage, parce que par exemple, il y a des endroits où j'ai une vue magnifique, mais les arbres cachent la vue. Et bien, ne serait-ce qu'en ouvrant comme ça le paysage, ça donne une impression de liberté. J'ai la chance d'être, je vous l'ai dit, à 500 mètres d'altitude et j'ai une vue jusqu'à la mer 7 qui est à 60 km à vol d'oiseau. C'est fou. Et ça ne se voit pas. Et chaque fois, c'est une... comment dirais-je, je me dis, chaque fois, j'ai franchi une étape et puis ma forêt est plus agréable pour moi et peut-être pour les autres demain. Aujourd'hui, mes rêves, c'est d'emmener avec moi aussi d'autres personnes et de pouvoir leur dire ce que j'ai fait. C'est pas extraordinaire, hein. J'ai repris des études et j'ai eu des examens, d'accord, mais c'est pas extraordinaire. Mais c'est ça, c'est qu'on n'est pas fichu, on n'est jamais fichu. Si j'ai pu passer cet examen donc de bûcheronne pour faire plaisir, responsable de chantier forestier à 59 ans, j'ai commencé à 58, et avoir à 62 ans mon BTS, à 63 ma licence pro, tout le monde peut le faire, hein. Je ne suis pas meilleure que les autres et je ne suis pas plus intelligente, hein. Vous êtes lionne quand même. C'est vrai. Je suppose que vous l'êtes aussi, non? Non, du tout, je suis cancer. Mais
Oui, et puis j'ai été l'aînée d'une fratrie. Je suis l'aînée d'une famille de 6. Ça aide aussi, parce qu'on a très tôt des responsabilités. Très tôt, on doit aider. Et j'ai eu la chance d'avoir un papa et une maman. Mais mon papa, surtout par rapport à la terre, qui me disait toujours, il ne faut pas regarder les obstacles, il faut regarder le but. Il me disait, quand il y a un tunnel, tu ne regardes jamais le tunnel. Tu regardes si tu vois la lumière au fond du tunnel. Et c'est une image que j'ai gardée. Et je pense que mon papa m'a pas vu terminer mes études, il est décédé avant, mais il m'a vu commencer. Et je pense que pour lui, c'était une fierté aussi. Voilà, de voir, j'avais quitté, à 20 ans, j'ai quitté la terre, entre guillemets. Je voulais surtout pas aller dans ce domaine-là, parce que j'avais vu mes parents souffrir des aléas climatiques, comment dirais-je, on n'est jamais sûr d'avoir une récolte. On a beaucoup investi, mais il suffit qu'il y ait de la grêle, qu'il y ait du vent, qu'il y ait trop de pluie, je ne sais quoi, pour qu'il n'y ait pas. Je les avais vus beaucoup souffrir et beaucoup attendre. Et moi, je m'étais dit, pas ça. Et puis, vous voyez, clin d'œil de la vie. Hein, à partir de, parce que j'ai réfléchi un moment, à partir de 50, 55, 56 ans, je me suis dit, pourquoi pas ça. Donc, et la graine était semée. Graine était semée, c'est exactement ça. Ouais. Et votre maman, elle en pense quoi de tout ça? Qu'est-ce qu'elle Alors maman, elle était très interloquée, elle ne comprenait pas bien. Et aujourd'hui, je crois qu'elle est fière de moi. Parce qu'elle l'a dit à mes enfants l'autre jour, le jour de la fête des mères. Moi, elle n'a pas osé me le dire, sûrement. Maman est très pudique. Mais je pense qu'elle est assez fière de moi, même si au début, elle me disait, tu te mets en danger, maman est quelqu'un qui a besoin de sécurité. Donc là, elle trouvait que je me mettais en danger. Mais aujourd'hui aussi, de voir que ce capital qu'ils avaient laissé à l'abandon pendant plus de 60 ans, qui leur paraissait pas du tout intéressant et auquel ils n'avaient pas envie ou pas le temps, ou parce qu'ils s'étaient éloignés de l'endroit où je suis, de pas donner de soins, autant ils entretenaient bien. Ils avaient beaucoup souffert à la campagne à un moment parce que les terres n'étaient pas capables de nourrir leurs enfants, ce que j'entends très bien. Et ils ne comprenaient pas très bien non plus ce que j'allais faire. Je dis là-haut parce qu'ils habitent en plaine et qu'on montait à 500 mètres. Mais aujourd'hui, le regard de maman a complètement changé. Donc... elle est fière de moi. Elle est fière. Elle est cancer aussi. Ouais. Ah, c'est une superbe femme, j'en suis sûre. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Roselyne, aux personnes qui soit évoquent une peur de vieillir, ou soit évoquent, ça peut être deux sujets de réponse, une peur justement de l'orée des 60 ans, par exemple, de procéder à des grands changements? Qu'est-ce que vous avez envie de leur donner comme conseil? Je leur dirais que si vraiment ils ont bien pesé ou bien analyser leur projet, il n'y a pas de raison que ça ne vaille pas. À partir du moment où on a un projet, qu'on a mûri, qu'on a réfléchi et on a l'envie, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et je vais vous raconter une anecdote. Je suis jury VAE, je vous l'ai dit, et un jour, je me souviens qu'il y a une personne qui est arrivée, qui avait 45 ans environ. Je l'écoute et à la fin, quelqu'un de passionnant, je lui dis, écoutez, dites-moi pourquoi vous faites cette reconversion. C'est une reconversion. Et cette personne me dit qu'en fait, il a le projet d'acheter une laiterie et donc de fabriquer du fromage en Bretagne. Et qu'il lui faut ce diplôme-là pour pouvoir intégrer, il a déjà été intégré, HEC Canada, pas mal quand même, hein, et qu'il a trouvé au Canada des écoles pour ses 3 enfants, un métier pour sa femme, déjà très bien, et qu'il va revenir, et comme ça, il gagnera du temps, et après, il fera une école de commerce en France. Et la 3e année, il sera avec la personne qui lui vend la laiterie fromagerie pour fromager. C'est quelqu'un, je pense, j'avais commencé mon projet, mais d'entendre des personnes comme ça, je me suis dit, même plus jeune, ça a infusé. Et vous voyez, j'en ai vu des candidats défiler, j'en vois 11 par jour quand je suis jury VAE et ça dure plusieurs jours. Il y a des personnes comme ça qu'on n'oublie pas. Et vous me disiez, est-ce qu'il y a eu quelqu'un d'inspirant? Certainement. Que sans le savoir, et peut-être que je ne l'avais pas réalisé, cette personne était inspirante. Donc, aller jusqu'au bout pour ne pas avoir... Il n'y a rien de pire que les remords. Il n'y a rien de pire que les regrets. Donc, il faut aller jusqu'au bout. Et puis, finalement, se tromper ou se casser la figure, ce n'est pas très, très grave. On peut toujours rebondir. Tant qu'on a l'envie, la santé, et surtout l'envie. L'envie. Ce qui manque, je trouve, quelquefois, c'est l'envie. L'envie. Et qu'on ne se fait pas assez confiance. Et finalement... nous avons plein de ressources qui sont inexploitées au fond de nous et qu'elles ne demandent qu'une chose, c'est comme la graine qui ne demande qu'à lever. On dit souvent qu'après, c'est vrai en plus, on dit, mais c'est vrai, qu'après un incendie,
il y a de la végétation qui revient, et ce sont des graines qui sont restées très très longtemps dans le sol et qui attendaient pour éclore, qui est un phénomène soit climatique, soit catastrophique, énorme. Elles sont là pour redonner la vie à la terre. Et ben, je pense qu'au fond de nous, c'est un peu pareil. Nous avons certainement des capacités ignorées, toutes ces petites graines, le mot que vous avez employé pour une fille de paysan, c'est excellent, qui n'ont qu'une envie, c'est d'éclore. Mais on le tait et on a peur. Mais peur de quoi ? Moi, je dirais qu'il faut y aller. Et l'échec est toujours formateur. Il y a un adage qui dit quand on tombe, faut penser à ramasser quelque chose quand on se relève. Ou alors moi je dis quand on tombe dans le puits, on donne un grand coup de pied, on remonte à la surface. Comme dans Mario. C'est ça. C'est pas ma génération, Mario. C'est la vôtre. Si j'utilise autant les termes, je me permets une parenthèse très personnelle, les termes agricoles, c'est que je suis moi-même petite fille d'agriculteur et que c'est une grande fierté. Et que mon père aujourd'hui me parle beaucoup de forêt parce que lui-même a repris à la volonté alors je vais dire élaguer, mais de s'occuper des forêts qu'on lui a transmises. Et là, il a planté des lignées d'arbres pour chacun de ses enfants et ses petits-enfants. Et donc, dès qu'on y va, on va voir ces arbres qui grandissent. Certains meurent, certains se font dévorer par les chevreuils ou les cerfs, suivant où vous êtes. Les fameux chevreuils, voilà. Mais bon. C'est important, ces racines. On en parle, là, c'est des choses. Vous avez rebâti quelque chose à un moment de votre vie parce qu'il y avait des choses qui étaient très fortement ancrées. Il y a peut-être aussi de ces réponses pour les personnes qui ont peur d'aller de l'avant. Je pense que quand on a connu la terre, on a une espèce d'ancrage dans la terre. On l'oublie quelquefois, mais marcher pieds nus dans la terre, ça vous procure des tas de bonheur, et puis ça vous ressource aussi. Hein. Et donc, quitter ses chaussures, marcher sur le sable, marcher sur la terre, enfin, quelle que soit la terre. Et vous verrez, si vous quittez vos chaussures pendant plusieurs jours et semaines, vous ne sentirez même plus les épines par terre, les cailloux, ni quoi que ce soit. Et la terre... non, il faut des chaussures coquées. Même mais la terre nous rend d'énormes services, nous l'ignorons. Peut-être parce que ça ne monte pas jusqu'au cerveau, mais au fond de nos entrailles, ça existe, c'est. Et je crois que quel que soit le projet qu'on a, il faut aller chercher au fond de nous l'énergie que nous pouvons avoir et peut-être chercher à comprendre pourquoi. Je n'ai pas fait une reconversion du jour au lendemain comme ça. En fait, j'avais essayé déjà pas mal de choses avant qui m'ont aidée, qui m'ont construite, parce que j'avais l'idée d'une reconversion depuis longtemps. Peut-être que ce que j'ai fait parallèlement, comme formation, je suis allée vers la psychogénéalogie, j'ai appris les massages comme le shiatsu, etc. J'avais envie d'être aidant à un moment à la personne. Et finalement, je suis devenue aidante à la terre et aux forêts qui sont malmenées par les incendies, par les tempêtes, par le réchauffement climatique et par tous les agents pathogènes, etc. Et donc, voilà, la vie m'a aidée à devenir... Peut-être qu'il m'a fallu beaucoup de temps, mais ce que je suis aujourd'hui, et peut-être que c'est à cause de ça que je suis aussi bien dans cette vie aujourd'hui, et que j'ai accepté de prendre 2 tailles d'épaule, de plus m'habiller de la même manière, de plus rencontrer les mêmes personnes, et d'avoir une vie complètement différente. Et je suis profondément heureuse, je peux vous le dire aujourd'hui. Je suis profondément heureuse. Ça se voit sur votre visage, on l'entend à votre voix. Comment ça se passe la vieillesse chez les arbres ? Parce que c'est quand même des organismes collectifs. Comment, si on peut avoir quelques infos comme ça, vulgarisées sur la vieillesse chez les arbres ? C'est quelque chose que je dis souvent quand les gens me reprochent de couper un arbre. D'abord, je ne suis jamais heureuse de couper un arbre. Vous avez vu, je ne vous ai rien dit, parce que je sais que c'est important pour vous. Je ne suis jamais heureuse, je regarde quel arbre j'étudie, ça s'appelle une éclaircie sélective, on sélectionne l'arbre, donc je prends celui qui est le plus tordu, le plus malade, qui fait de l'ombrage à l'autre, qui a l'air bien portant, et quand les gens me disent, je dis, mais c'est un peu comme une personne, un arbre il naît, il grandit, il devient adolescent, puis il commence à vieillir, il est moins en forme, et là, il veut se reproduire, donner la vie, et donc il fait des graines si c'est un chêne, il envoie ça sera des glands, mais il envoie des cônes si c'est un résineux, etc. Mais pour que ces petits aient la vie, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait de la lumière qui arrive au sol, il faut qu'il y ait de l'eau qui arrive au sol, et il faut que les arbres soient plus nombreux pour que ces petits puissent manger. C'est un peu comme nous, notre vie. Et puis un jour, ils laissent la place et ils meurent. Alors, il y a des arbres qui ont une durée de vie relativement courte. Dans le Languedoc, un châtaignier, c'est 40-45 ans. Après, il dépérit. Vous avez des chênes qui peuvent vivre jusqu'à 400 ou 500 ans. Vous avez des séquoias qui peuvent vivre plusieurs siècles. Et il y avait des tilleuls qui avaient été plantés par Sully. Il en reste peu en France, mais il y en avait beaucoup, des tilleuls de Sully. Ça vit très, très vieux. En fait, ça dépend des essences d'arbres. Mais un arbre, effectivement, vous l'avez dit, il est petit, il est ado,
Il y a un moment où il devient reproducteur, et puis il y a un moment où il est très vieux, et ben, il ne peut plus reproduire. Et comme il commence à perdre ses feuilles, à perdre ses branches, s'il est blessé, ben, il cicatrise moins. Donc il va y avoir un trou, et dans ce trou, tant mieux. Il faut se mettre les chauves-souris, les pivers, etc. Et on respecte l'arbre, quel que soit son âge, puisque aujourd'hui, même quand on coupe des arbres, même des arbres morts, on en laisse par rapport pour servir d'abri ou de nourriture à de la faune. Tout est étudié. Et puis aujourd'hui, tout le monde voudrait faire du naturel. Mais si on veut faire des planches d'arbres, si on veut faire de la caisserie, si on veut faire des magnifiques, des magnifiques instruments de musique comme sont les violons, les caisses, etc., on a besoin. Et là, ce sont les plus beaux arbres. Parce que pour faire, par exemple, un violon ou une guitare, il faut de l'érable ondé. Donc, c'est un érable qui a à peine tourné, qui a poussé tout doucement, etc. Et en même temps, il faut de l'épicéa. C'est du résineux. On n'aime plus les résineux, mais on a besoin de résineux. Et puis surtout, les résineux poussent sur des terrains où ne pousseraient pas forcément d'autres essences. Et contrairement encore à l'idée reçue, il y a en France que 20% de résineux. Tout le reste est en feuillu. Voilà. Mais dans les années 70-80, au moment où il y a eu la déprise agricole, vous parliez tout à l'heure de vos racines, il y a eu une volonté gouvernementale et des ministères de l'Agriculture à l'époque que ces terres qui étaient abandonnées puissent être protégées de l'érosion, des glissements de terrain, et on a planté surtout du résineux. Et ces résineux, aujourd'hui, ils ont entre 50, 70, 80 ans, et ben, il faut les récolter. Voilà. Et après, on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre. Qu'est-ce qu'on peut planter à la fois. Et je trouve que ce que vous me dites, planter un arbre pour chaque enfant, petit enfant, et planter des essences différentes, ça permet de voir quelles sont les essences qui s'adaptent au terrain et qui seront là pour demain. Et l'erreur, c'est de nous dire qu'il faut implanter, à cause du réchauffement climatique, des essences qui poussent dans le sud de l'Espagne, par exemple, ou de l'Italie, parce que nos terrains ne sont pas forcément les mêmes. Et que ce n'est pas parce que ça pousse bien dans l'Italie que ça poussera bien ici. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, en Occitanie, tel arbre pousse bien qu'il poussera très bien demain en Suède. Voilà. Mais c'est sûr que quand on parle d'arbres, il faut avoir un peu de temps devant soi pour voir les effets. C'est ce qu'on appelle le temps long de la forêt, c'est vrai. Mais c'est passionnant de se former à la forêt parce qu'on ne porte plus jamais le même regard sur les arbres. Aujourd'hui, quand je roule, quand je suis en voiture et je passe mon temps à regarder, à me dire ah ben ça pousse là, ça doit être comme ça, celui-là. Ah moi celui-là je l'aurais pas mis là. Enfin, je suis tout le temps et ça m'amuse parce que mon père, quand nous voyageons, vous étiez petits, il regardait les cultures qu'il y avait autour et il disait ah ben lui il a fait ça, mais avant il avait planté des asperges. Pourquoi là maintenant il a mis du blé cette année? Et papa était, je m'aperçois en vous parlant, novateur parce que c'était quelqu'un qui était du l'est de la France, qui est descendu pour se marier dans le sud et qui a toujours fait des cultures expérimentales. Là où les autres n'en faisaient pas. Moi, j'ai vu mon père planter du lin, planter du tournesol à l'époque, planter des vieux blés, planter pour voir un peu qu'est-ce qu'il testait. Et il a essayé d'amener des plantes. Merci d'avoir écouté cet épisode. 28 ans, j'espère qu'il vous a plu. 28 ans. Si c'est le cas, gratifiez-le d'un maximum d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et surtout, parlez-en autour de vous. Et pour suivre les coulisses, retrouvez encore sur Instagram. À bientôt. Merci papa. De là où tu es, où tu nous entends. Merci. Ah ouais, il faut toujours leur rendre hommage à ceux qui sont encore là et à ceux qui sont plus là, c'est important. Ça va bientôt être le mot de la fin. Le podcast s'appelle Encore. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot ? Encore, c'est demain pour moi. Et c'est encore vivre, encore bouger, encore apprendre, encore aimer, encore découvrir. C'est vivre chaque jour les uns après les autres en ayant un regard sinon émerveillé, au moins intéressé. Et je souhaite ne jamais me lasser de cette vie et toujours avoir un regard un peu neuf en me levant le matin. Et quand je me couche, souvent le soir, je me dis « Ah, mais aujourd'hui, j'ai appris quelque chose. Je me couche moins bête, ou en tout cas, j'ai appris quelque chose. » Et oui, encore mettre un pied devant l'autre, encore voir le jour se lever, encore pouvoir peut-être transmettre aussi, puisque c'est mon rôle aujourd'hui. J'assure des formations quand je ne suis pas jury d'examen et quand je ne coupe pas. Et c'est tout ça, encore avec un grand E. Ouais. Et il manque en Corse. Oui. Je vous le donne, il est cadeau, lui. Merci infiniment, Rosine, pour tout votre partage. C'était vraiment un moment très agréable parce que je trouve que c'est très inspirant déjà. C'est très inspirant aussi de se rappeler que nous sommes des enfants de la Terre et qu'on doit en prendre soin. C'est cela. Et qu'il y a
pas d'âge pour soit se rappeler ses racines ou soit se dire ok, je fais un grand changement. Et prendre soin de la terre, c'est aussi prendre soin de soi. Et vous avez un parcours où vous avez suivi votre instinct, vous êtes allé au bout de vos rêves. C'est prendre soin de soi aussi quand on réalise ses rêves. Tout à fait. Et c'est dans l'ADN du podcast, c'est de mettre en avant et en lumière ces beaux parcours. Merci beaucoup pour ce partage. Claire d'être venue à ma rencontre. Avec un grand plaisir. Et un jour, j'aimerais beaucoup chausser des chaussures coquées, toute la sécurité et me balader avec vous pour voir ce que c'est. Venez quand vous voulez. Invitation faite. Je m'invite. Ou alors, je peux venir aussi chez vous dans vos forêts et puis en Sarthe, pourquoi pas. Et venir un peu peut-être vous faire un diagnostic, vous montrer, comme ça peut-être que vous connaîtrez mieux votre forêt, ça sera plus intéressant parce que plus vous allez la connaître, plus vous allez l'aimer et plus vous allez la dorloter. C'est ça, vous parlez de prendre soin de la terre, c'est la dorloter et la comprendre. Et loin de toutes les idées reçues. D'ailleurs, je remettrai souvent dans mes formations un petit opuscule que je n'ai pas là, mais il s'appelle 36 idées reçues sur la forêt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et souvent, les J'espère personnes qu'il vous a plu. Si c'est le cas, gratifiez-le d'un maximum d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout, parlez-en autour de vous. Et pour suivre les coulisses, retrouvez encore sur Instagram. À bientôt. Dedans, apprenez et accompagnez votre gestionnaire pour pas qu'il choisisse lui ce qu'il a envie de faire de vos arbres, mais que vous sachiez. Et je pense que quand on a fait le tour de sa forêt, une fois, deux fois, on ne la voit jamais pareille. On s'y intéresse et vous demandez à vos arbres si vous pouvez les serrer dans les bras. Bon, moi, j'en suis pas là. Mais il y a beaucoup de respect pour chacune de ces tiges, aucune séance. Est-ce qu'elle nous apporte ? Il y a les arbres qui nous apportent des fruits, il y a les arbres qui apportent à nous la nourriture aux oiseaux, d'autres... la photosynthèse qui est importante. Tout à fait. Et donc, oui, on doit respecter notre nature, ça c'est certain, mais je pense qu'on la respectera d'autant mieux qu'on la connaîtra mieux, on la soignera mieux. Nous serons aidants pour nos forêts. Donc que tout le monde reparte sur les bancs de l'école aussi pour bien comprendre sa forêt. C'est peut-être un peu ça, oui. Merci Roselyne. À bientôt donc. Bon retour dans votre maison en altitude et à bientôt. À bientôt. Hors série d'encore, hors série. Encore. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, gratifiez-le d'un maximum d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout, parlez-en autour de vous. Et pour suivre les coulisses, retrouvez encore sur Instagram. À bientôt.